Qu'est-ce qu'ils poursuivaient dans les années 1960? La vitesse, le style ou la pure folie? Certaines motos se désintégraient à pleine vitesse. D'autres transformaient les virages en pièges. Ce n'étaient pas juste des machines, c'était des avertissements et pourtant, les usines les laissaient rouler quand même. Voici les 15 motos les plus dangereuses des années 1960 jamais construites. Tout d'abord, Kawasaki H1 Mach 3. Kawasaki a réécrit le manuel du danger lorsqu'ils ont sorti le H1 Mach 3 en 1969. C'était une moto qui n'attendait pas l'intervention du pilote. Elle bondissait en avant comme si elle avait un désir de mort, propulsée par un moteur à 2 temps 498 cm3 à 3 cylindres qui déchaînait sa fureur sans avertissement. Pour beaucoup, ce n'était pas une question de savoir si cela vous surprendrait, mais quand. La puissance arrivait par une poussée violente, et sans électronique moderne, sans contrôle de traction, et avec une suspension à peine présente, la moto donnait au pilote exactement une chance de réagir. Beaucoup ont échoué. À un peu plus de 384 livres, elle était légère, mais pas d'une manière qui vous donnait le contrôle. Le cadre mince et la géométrie dépassée signifiaient qu'il fléchissait de manière imprévisible, surtout à grande vitesse. Les pilotes le décrivaient comme nerveux, instable et impitoyable. Et lorsque cette bande de puissance brutale se manifestait, la roue arrière tournait souvent avant que le cadre ne puisse réagir. Prendre les virages n'inspirait pas confiance. Les fourches avant semblaient floues et l'amortisseur arrière avait du mal à suivre le couple soudain. La Mach 3 était une moto de rue, se faisant passer pour une moto de course sans les freins, l'équilibre ou la construction pour le soutenir. Pourtant, ce danger était l'attrait. Pour les motards en quête de sensations fortes en ligne droite, c'était enivrant. La H1 pouvait atteindre plus de 120 miles par heure et elle y arrivait vite, trop vite. Il y a des motos qui testent vos limites. La Kawasaki H1 Mach 3 était une bombe à retardement de couple et de timing. Mais Kawasaki n'était pas la seule marque à fabriquer des missiles à 2 temps aux manières discutables. Un an plus tôt, Suzuki avait lancé un Challenger bicylindre qui promettait de la stabilité et il offrait quelque chose de bien plus risqué lorsqu'il était poussé à l'extrême. Numéro 2, Suzuki T500 Titan. C'était censé être la grande percée de Suzuki dans les grosses motos. Mais à grande vitesse, la T500 Titan devenait lourde et imprévisible. Dévoilé en 1968, le Titan a introduit un bicylindre 2 temps de 492 cm3 avec un objectif ambitieux, offrir des performances sans sacrifier la fiabilité. Et dans une certaine mesure, il l'a fait. Le moteur a été salué pour sa simplicité robuste et son design à toute épreuve, surtout pour un 2 temps. Mais qu'est-ce qui l'entourait ? C'est là que les choses sont devenues dangereuses. Pesant près de 430 livres, la Titan portait sa masse comme une mule têtue. Et bien que le moteur délivrât la puissance de manière assez fluide, les freins et la suspension de la moto n'étaient pas à la hauteur. Les motards qui poussèrent la Titan vers des vitesses à 3 chafres se retrouvaient souvent à lutter pour la ramener sous contrôle. Prendre les virages semblait maladroit. Le cadre était rigide, mais la répartition du poids était déséquilibrée vers le haut, et cela signifiait que les angles d'inclinaison étaient difficiles à évaluer, surtout pour les pilotes s'attendant à quelque chose de maniable. Ajoutez à cela des freins qui s'estompaient sous le stress, et le Titan a développé une réputation de dépasser les meilleures intentions du pilote. À une époque où les motos japonaises commençaient à surpasser leurs rivales britanniques, le Titan était pris au milieu. Ce n'était pas dangereux parce qu'il était rapide. C'était dangereux parce qu'il prétendait l'être, sans le matériel pour le soutenir. Et pourtant, le Titan avait ses fans. Pour ceux prêts à la conduire prudemment, elle offrait une endurance robuste. Mais sur des routes sinueuses ou entre les mains de jeunes motards attirés par son design audacieux et le grondement de son échappement, la Titan devenait un danger. La Titan a appris aux motards à quel point une sous-performance pouvait être dangereuse. La moto suivante leur a rappelé que même les légendes pouvaient perdre le contrôle. Numéro 3, Triumph Bonneville 120. Bien qu'introduite pour la première fois en 1959, la Bonneville T120 est restée largement utilisée tout au long des années 1960 et a défini la moto à grande vitesse pendant cette décennie. Cela ressemblait à l'avenir. La Triumph Bonneville T120 était la machine de rêve de son époque, une icône britannique rugissant sur les autoroutes avec une confiance à double carburateur et un style café racer. Mais une fois que l'aiguille dépassait 80 miles par heure, ce rêve pouvait se désintégrer. Les motards ont commencé à murmurer à propos du tremblement, une instabilité violente de l'avant qui apparaissait de nulle part. Une seconde, vous filez droit, la suivante, vous luttez pour le contrôle. À grande vitesse, les fourches étroites et le châssis flexible de la T120 avaient une habitude terrifiante de vaciller, glisser et claquer sans pitié.
Et quand le guidonnage se manifestait, vous n'aviez pas de deuxième avertissement. Son moteur bicylindre de 649 cm3 avait du punch et la moto pouvait dépasser 100 miles par heure. Mais plus elle allait vite, plus elle devenait imprévisible. Le cadre, réglé plus pour la tradition que pour la précision, manquait de la rigidité nécessaire pour gérer ce type de vitesse. La bonne ville implorait d'être conduite avec intensité, mais punissait ceux qui le faisaient. Certains motards ont essayé des amortisseurs de direction, d'autres ont ajusté la pression des pneus. Mais la vérité sur cette moto persistait. Dans les années 1960, la T120 symbolisait la rébellion, la vitesse, le style. Mais sous le chrome poli et la silhouette de café racer se cachait un défaut qui transformait les courses à grande vitesse en pile ou face. Tandis que Triumph luttait avec la stabilité, leur rival britannique chez BSA s'attaquait à une force brute bien plus difficile à contrôler qu'ils ne l'ont jamais admis. Numéro 4. BSA Rocket 3. Il avait 3 cylindres, des lignes audacieuses et suffisamment de poids pour faire transpirer une locomotive à vapeur. Le BSA Rocket 3 était la réponse agressive de la Grande-Bretagne à la montée des machines de vitesse japonaises. Il ressemblait à un Challenger. Il sonnait comme une bête. Mais l'expérience de le conduire, c'était une toute autre histoire. Avec un moteur 3 cylindres en ligne de 750 cm3, le Rocket 3 avait des performances respectables sur le papier. Mais en pratique, elle était lourde, large et maladroite dans les virages. La direction de la moto semblait floue, et le châssis dépassé ne pouvait pas masquer la tension. Les pilotes se retrouvaient à forcer dans les virages, luttant contre une moto qui ne voulait pas pencher, seulement se cabrer. Ce n'était pas l'ingénierie britannique agile, c'était de la masse et de la bravade sur 2 roues. À une époque où la performance évoluait rapidement, BSA s'accrochait à des principes de conception plus anciens. La géométrie du cadre, le débattement de la suspension et le système de freinage peinaient à suivre l'ambition du moteur. La Rocket 3 pouvait foncer sur une route droite, mais tout virage serré était un test de courage et de levier. Elle avait l'air d'appartenir à la piste de course, mais se comportait comme si elle appartenait à une salle d'exposition intacte. Les motards s'attendaient à une agilité moderne et ont obtenu une répartition du poids des années 1970 et des bizarreries de maniement des années 1950. Et lorsque ces attentes se heurtaient, les résultats étaient tranchants. Trajectoire mal évaluée, virage manqué et plus d'un accident. La Rocket 3 promettait des performances qu'elle ne pouvait pas offrir. Et dans cette performance, le danger était présent. Mais la Norton Commando avait une finesse qui trahissait le pilote. Numéro 5. Norton Commando 750. La Norton Commando était une révolution sur le papier et un risque sur la route. Lancée en 1967, la Commando 750 a introduit quelque chose de révolutionnaire. Le nouveau cadre isolastique de Norton, conçu pour réduire les vibrations du moteur en séparant le moteur du pilote à l'aide de bagues en caoutchouc. Il était censé adoucir la conduite, éliminer les vibrations et rendre la croisière à haute vitesse plus civilisée. Mais la solution a créé un nouveau problème. Les premiers modèles se déformaient fortement. Les motards ont signalé une maniabilité floue, surtout à grande vitesse. Vous viseriez un virage et sentiriez la moto se déplacer sous vous comme si elle remettait en question votre commande. Le système même conçu pour isoler les vibrations détachait également le pilote des sensations. Et quand les choses devenaient difficiles, la moto donnait l'impression de flotter, pas de manière positive. Le bicylindre parallèle de 745 cm3 du Commando avait la puissance pour enthousiasmer. Et le son, la forme, l'allure, tout cela criait vitesse. Mais lorsque le cadre vacillait sous la pression et que la suspension ne suivait pas, cette vitesse devenait sinistre. La croisière sur l'autoroute semblait majestueuse jusqu'à ce que vous rencontriez un revêtement inégal ou que vous vous penchiez trop. Le système isolastique évoluerait et s'améliorerait avec le temps, mais dans ses premières années, il ajoutait de l'imprévisibilité à une moto déjà à la limite. Elle était rapide, elle était célèbre, elle était dangereuse, et elle avait un défaut intégré pour lequel tous les motards n'étaient pas prêts. Alors que le danger de Norton venait de sous le cadre, le problème de Harley venait de l'intérieur du câblage. Numéro 6. Harley-Davidson Electra Glide. Elle était censée faire entrer Harley dans l'ère moderne, mais pour certains motards, le lancement de l'Electra Glide ressemblait plus à un piège qu'à un triomphe. Introduite en 1965, l'Electra Glide a marqué la première fois que Harley-Davidson offrait un démarrage électrique, une caractéristique qui symbolisait le progrès, le luxe et la facilité. Mais en réalité, le système était en proie à des problèmes. Les motards se retrouvaient souvent bloqués ou obligés de recourir au Kickstarter de toute façon. Un démarrage électrique qui échouait quand vous en aviez le plus besoin, ce n'était pas de la commodité, c'était une trahison. Puis vint le poids. L'Electra Glide pesait comme un train de marchandises. Près de 800 livres tout équipé, c'était l'une des motos de production les plus lourdes de son époque, et elle portait ce poids bas,
large et impitoyablement. À grande vitesse, elle semblait bien ancrée. Mais à basse vitesse, on avait l'impression qu'elle voulait tomber et vous entraîner avec elle. Le moteur Penhead V-Twin de la moto délivrait un couple dans un rythme lent et sourd, satisfaisant à entendre mais dangereux si manipulé sans précaution. Une torsion trop rapide de l'accélérateur sur un pavé inégal, et le mât pouvait se désynchroniser. Les parkings, les virages serrés et la circulation en accordéon devenaient des zones d'anxiété. Les nouveaux moteurs, attirés par la promesse du démarrage électrique et le mystique de Harley, se retrouvaient souvent dépassés. Et lorsque ce système électrique tombait en panne, ce qui arrivait souvent, vous vous retrouviez à pousser un monument d'une demi-tonne de chrome ou à essayer de le mettre en mouvement avec un Kickstarter qui ne coopérait pas toujours. L'Electra Glide allait devenir une icône du tourisme, mais ces premières années, elles étaient difficiles avec une structure dépassée et une technologie peu fiable. Pas exactement une recette pour la sécurité. Mais le Black Bomber, en revanche, a réduit la taille, mais l'a remplacé par un tempérament instable et un embrayage qui résistait. Numéro 7, Honda Sabre 450 Black Bomber. On l'appelait le Black Bomber et il frappait fort, mais pas toujours là où vous visiez. La Honda CB 450 était l'audacieuse tentative du Japon sur le marché des grosses motos. Lancée en 1965, elle a introduit des arbres à cames en tête double, des ressorts de soupape à barre de torsion et une réputation d'être en avance sur son temps de plusieurs décennies. Mais sous cette brillance technique se cachait une moto qui punissait les non-préparés. Le moteur était vif, mais pas doux. La plage de puissance était pointue, avec la plupart de son énergie arrivant d'un coup haut dans la plage de régime. Cela la rendait rapide, mais aussi imprévisible, surtout dans la circulation. Les nouveaux motards, attirés par le look moderne de la moto, se retrouvaient souvent à caler aux arrêts ou à s'engager dans des virages qu'ils ne voulaient pas prendre. Et puis il y avait l'embrayage. Rigide, lourd, implacable. Dans la circulation en accordéon, cela ressemblait à un entraînement, pas à une balade. Ajoutez à cela le design lourd en haut, et soudainement le Black Bomber n'était pas seulement difficile à conduire, il était difficile à maintenir droit, surtout à basse vitesse. Les parkings sont là où plus d'une de ces machines se renversait, emportant avec elle la fierté de leur propriétaire. Oui, la CB 450 était historique. Oui, elle était rapide. Mais pour de nombreux motards, dans les années 1960, c'était une machine dangereuse. Ici, le danger de Honda était la précision mécanique poussée trop loin, celui de Royal Enfield était l'opposé. Numéro 8, Royal Enfield Interceptor 750. Au début des années 1960, Royal Enfield avait un objectif, construire la moto britannique la plus rapide sur la route. L'Interceptor 750 s'en est approché, mais à un coup. Sous le chrome poli et l'échappement retentissant, cette moto cachait une liste de problèmes plus longue que son empattement. Les fuites d'huile n'étaient pas une possibilité, elles étaient une certitude. Les motards plaisantaient en disant qu'il fallait vérifier l'essence et faire le plein d'huile. La qualité de fabrication était inégale, certains modèles se désintégrant littéralement à cause des vibrations. Le moteur, un bicylindre parallèle de 736 cm3, avait une puissance sérieuse. Et quand il fonctionnait fort. Mais au moment où vous le poussiez, ou pire, comptiez dessus, les défauts apparaissaient. Problèmes électriques, pistons grippés, arrêts inattendus, un raté, un court-circuit, et soudain votre balade du dimanche se transformait en panne sur le bord de la route. Ce n'était pas seulement mécanique, c'était dangereux. Imaginez doubler sur une autoroute pour perdre l'allumage en plein dépassement ou franchir une colline lorsque votre pression d'huile chute. Pour les motards en quête de vitesse, l'Interceptor offrait des sensations fortes, mais rarement la sécurité. Et pourtant, il continuait à se vendre. Pourquoi? Parce qu'il était rapide, il était magnifique, il sonnait comme le tonnerre quand il ne crachait pas de fumée, mais la beauté cache bien des péchés. Cette prochaine moto, en revanche, était quelque chose de plus froid. Un assemblage de pièces qui ne s'ajustait jamais vraiment. Numéro 9, Matchless G15. Sur le papier, c'était un duo de rêve. En mouvement, c'était un décalage avec un côté méchant. La Matchless G15 a tenté de faire quelque chose d'audacieux, fusionner un moteur puissant de Norton Atlas avec un châssis matchless pour créer un hybride britannique capable de rivaliser avec la concurrence croissante de l'étranger. Mais dans la précipitation à assembler les pièces, quelque chose s'est perdu, l'équilibre. Le moteur lui-même n'était pas en reste. Le moteur bicylindre de 750 cm3 était connu pour son couple et sa vitesse. Mais lorsqu'il était inséré dans le cadre matchless, la maniabilité devenait imprévisible. Les pilotes ont signalé un étrange délai dans la réponse en virage. La moto semblait hésiter puis s'engager d'un coup.
L'intégration n'était pas sans faille. Les vibrations du moteur Norton, déjà notoires, ont été amplifiées par l'inadéquation dans la conception structurelle. Les trajets longue distance sont devenus des tests d'endurance, et à haute vitesse, la G15 a développé une réputation d'instabilité. Elle était également lourde au mauvais endroit. Le déséquilibre du poids rendait l'avant léger lors de l'accélération et l'arrière nerveux dans les virages. Ajoutez des bizarreries mécaniques et des problèmes de fiabilité, et vous obtenez une moto qui demandait beaucoup à son pilote et offrait très peu de pardon en retour. Si la Matchless G15 punissait la vitesse, la machine suivante punissait l'imprudence. Un faux pas dans le garage, juste un, et la Velocette Venom vous rappellerait que le danger ne se trouve pas seulement sur la route. Numéro 10, Velocette Venom. La Velocette Venom a été lancée pour la première fois en 1955, mais est restée en production active et en usage tout au long des années 1960. Et sa réputation ne fit que se compliquer avec le temps. Avec son moteur monocylindre haute performance, la Venom était la préférée des puristes et des amateurs de performance. Elle était légère, rapide, et entre de bonnes mains, elle pouvait danser, mais cette grâce avait un prix élevé. L'entretien n'était pas optionnel, c'était une question de survie. La procédure de démarrage à elle seule était un test de discipline. Se tromper et le Kickstarter pouvait revenir avec vengeance, ou pire, noyer le moteur, mais ce n'était que le début. Le moteur du Venom était réglé si précisément que même de légers désajustements pouvaient entraîner une perte de puissance inattendue en cours de route, une perspective terrifiante sur une route sinueuse ou dans un trafic dense. Négligé trop longtemps, le moteur pourrait se gripper, le pousser trop fort sans un réglage approprié, vous pourriez ne pas revenir. Le Venom ne tolérait pas les raccourcis. Même les motards expérimentés étaient pris au dépourvu. Un réglage de soupape manqué, une bougie encrassée, un mélange pauvre, n'importe lequel de ces éléments pouvait vous laisser en rade, ou pire, vous éjecter de la selle lorsque le moteur toussait et s'arrêtait sans avertissement. C'était un magnifique chef-d'œuvre britannique à bien des égards, mais sous l'élégance se cachait un piège mécanique prêt à se déclencher dès que vous oubliez qui était vraiment aux commandes. Mais la BMW R69S était dangereuse pour la raison opposée. Elle suivait les règles si strictement que toute erreur que vous faisiez devenait définitive. Numéro 11, BMW R69S. Elle portait un insigne de précision, mais la conduite était tout sauf prévisible. La BMW R69S était une machine finement conçue, construite avec la discipline et le but allemand. Avec son moteur boxer bicylindre à plat de 594 cm3 refroidi par air et sa transmission par arbre lisse, elle était censée être la moto de performance du gentleman, une moto pour l'amateur de vitesse averti. Mais sous ce vernis poli, il y avait des bizarreries, et ces bizarreries pouvaient devenir aiguës, rapides et dangereuses. La plus notoire était la suspension avant à fourche Earl. Conçu pour la stabilité lors de freinage intense, il fonctionnait bien en théorie. Mais dans le monde réel, il donnait à l'avant une sensation de déconnexion, parfois imprévisible, surtout dans les virages. Les motards qui penchaient en s'attendant à une trajectoire fluide trouvaient souvent leur moto se redresser en milieu de virage, refusant de maintenir la courbe et dérivant au large à la place. Pour les motards expérimentés, c'était un inconvénient étrange. Pour les inexpérimentés, c'était une recette pour le désastre. La transmission par arbre ajoutait une autre complication. Contrairement à une chaîne, elle provoquait une réaction de couple notable, l'arrière de la moto se levant ou s'abaissant lors des changements d'accélération. Ce n'était pas extrême, mais c'était suffisant pour surprendre les motards, surtout lors de transitions rapides ou de manœuvres d'urgence. La R69S était une moto qui exigeait anticipation, précision et des gestes calmes. Mais pour ceux venant de motos plus petites et plus conventionnelles, elle ne pardonnait pas les mauvaises trajectoires. Elle ne tolérait pas les corrections paniquées. Et dans le mauvais virage, avec le mauvais angle, elle pouvait punir l'hésitation par un écart, une dérive, ou pire. Si la R69S était le danger habillé de raffinement, la suivante portait son imprudence comme un insigne. Parlons du numéro 12, la Ducati 250 McBrayme. La Ducati 250 McBrayme est née pour la vitesse, une machine élancée et magnifiquement sculptée qui dominait la catégorie des poids légers. Elle ressemblait à la liberté. Elle sonnait comme la rébellion, et quand vous tourniez la poignée des gaz, elle se lançait comme un missile. Mais il y avait un coup. Sous son réservoir élégant et son esprit de course se cachait un moteur nerveux qui vivait près de la ligne rouge. Le monocylindre de 248 cm3 n'était pas fait pour les balades tranquilles du dimanche. Il avait besoin de régime, de rythme et d'une attention constante. Et si vous le poussiez trop fort sans conditions parfaites, il se retournait contre vous. La défaillance mécanique n'était pas une possibilité, c'était une habitude.
Des composants internes fragiles, des pièces surmenées et des électroniques sensibles à la chaleur signifiaient tous une chose. Le Mach-E pouvait passer de coureur à épave en quelques secondes. Les pilotes qui le traitaient comme une machine de rue durable se retrouvaient souvent sur le bord de la route, ou pire, dans un fossé avec un piston grippé et une roue arrière bloquée. Les problèmes électriques ajoutaient encore plus de drames. Ratés d'allumage, arrêt soudain, problèmes de charge. À grande vitesse, n'importe lequel de ces problèmes pouvait être catastrophique. Et bien que la maniabilité soit précise, la marge d'erreur était extrêmement mince. C'était léger, oui, maniable, oui, mais stable. Seulement si la route était parfaite et vos actions impeccables. La Ducati 250 Matchram était un frisson, sans doute, mais elle était aussi fragile, exigeante et facilement cassée par l'enthousiasme. Cette prochaine moto, en revanche, apportait le danger par un mouvement latéral. Numéro 13. Moto Guzzi V7. La Moto Guzzi V7 a introduit un changement radical dans la disposition du moteur, un V-twin monté transversalement, placé de côté à travers le cadre, visuellement saisissante, mécaniquement audacieuse, et sur la route, elle a redéfini ce que les motards attendaient d'une moto, parfois pour le pire. Le V7 avait du charme, mais le charme n'est pas le contrôle. Le problème venait de la physique. Le placement unique du moteur, combiné à un système d'entraînement par arbre, a créé un effet secondaire dangereux, la réaction de couple. Tourner la poignée des gaz brusquement et la moto se déportait d'un côté, relâchait soudainement et elle revenait brusquement. Pour les motards habitués aux moteurs en ligne ou aux transmissions par chaîne, cela semblait peu naturel, voire violent. Cette réaction pouvait vous surprendre en plein virage, lors d'une forte accélération ou en rétrogradant dans un virage. Chaque mouvement de l'accélérateur était un pari. Se tromper ne serait-ce qu'une seconde et la moto pouvait pencher, dévier ou se déséquilibrer, juste assez pour vous faire sortir de votre trajectoire. Et pourtant, c'était un pionnier, une belle machine tonitruante avec un design tourné vers l'avenir. Mais à la fin des années 60, l'ingénierie n'avait pas encore rattrapé le concept. Les bizarreries de maniement n'étaient pas seulement gênantes, elles étaient imprévisibles. Pour les pilotes courageux, la V7 offrait de l'âme, mais pour beaucoup, elle offrait autre chose. La réalisation troublante que la route sous eux pouvait disparaître en un clin d'œil. Là où la Guzzi défiait les motards avec l'innovation, la Laverda 650 les défiait non pas pour la distance que vous pouviez parcourir, mais pour combien de temps vous pouviez survivre. Numéro 14. Laverda 650. La Laverda 650 était la réponse ambitieuse de l'Italie aux jumeaux britanniques, en plein essor. Élégante, musclée et sur le papier, prête à conquérir le monde. Mais les premiers modèles de production ont donné une leçon sur la dangerosité de l'ambition brute. Le moteur était solide, un bicylindre parallèle de 654 cm3, mais l'exécution était imparfaite. Les vibrations incessantes, la conduite rude et l'électronique pour le moins douteuse. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était dangereux, surtout lors de longues tournées ou en conduisant dans des conditions défavorables. La réponse de l'accélérateur était nerveuse. L'amortissement de la suspension semblait inégal. Toute la moto vibrait sous la contrainte mécanique, et les motards ont vite découvert que les voyages prolongés pouvaient desserrer les boulons, effilocher les câbles ou les épuiser physiquement avant même d'atteindre leur destination, et cela était dangereux. Ajoutez à cela la fiabilité électrique douteuse, et soudain vous aviez une machine qui pouvait vous laisser sans puissance à des moments critiques, les phares clignotant, l'allumage s'éteignant, les jauges devenant sombres. Même l'entretien de routine ne pouvait pas toujours éloigner les problèmes. La Laverda 650 avait du potentiel, mais le potentiel n'est pas la performance. Et sur la route, cet écart entre les deux était large et parfois fatal. Et puis il y avait l'Ariel Leader, une machine conçue pour le confort, la sécurité, la simplicité. Mais les apparences peuvent être trompeuses, et quand celle-ci échouait, elle abandonnait complètement les motards. Dernier sur la liste, Ariel Leader. Bien qu'introduite en 1958, l'Ariel Leader est restée largement vendue et utilisée dans les années 1960, surtout parmi les nouveaux motards passant des voitures aux motos. L'Ariel Leader était censé offrir une conduite douce, une voiture sur 2 roues enveloppée dans une carrosserie complète et recouverte de confort. Mais ce confort avait un coût, et parfois il était violent. Conçu pour attirer les automobilistes plus que les motocyclistes, le Leader présentait un châssis entièrement fermé, couvrant tout, des roues au moteur. Il était propre,
pratique, facile à admirer dans une salle d'exposition. Mais une fois sur la route, des problèmes apparaissaient. La carrosserie fermée emprisonnait le vent, surtout lors de vents latéraux à grande vitesse. Les motards sentèrent la moto tirer et osciller, dérivant à travers les voies ou déviant de sa trajectoire sans avertissement. Sur les autoroutes ouvertes, cette instabilité transformait la conduite décontractée en correction constante, une tension mentale et physique à laquelle peu de nouveaux venus étaient préparés. Et l'entretien, c'était un autre problème entièrement. Les mêmes panneaux qui rendèrent le leader si unique rendaient également l'entretien de routine cauchemardesque. Accéder aux composants de base devenait une corvée, et à mesure que l'entretien était retardé, de plus en plus de motards se retrouvaient confrontés à des pannes, des fuites d'huile ou des ratés qui auraient pu être évités sur des machines plus simples. L'Ariel Leader n'était pas malveillant, il n'était pas imprudent, mais il était construit sur une mauvaise idée, celle que la moto devait être apprivoisée comme une voiture. Ce n'était pas possible. Et pour de nombreux motards dans les années 60, le Leader a servi de première et dernière leçon de cette vérité. Certaines de ces motos étaient conçues pour enthousiasmer, d'autres étaient des accidents en attente de se produire. Mais chacune d'elles a laissé une histoire. Laquelle oseriez-vous conduire et laquelle n'aurait jamais dû quitter l'usine? Partagez vos pensées ci-dessous et abonnez-vous pour plus de balades inoubliables.